d'avoir accepté notre invitation ce soir. La suite du 19h, quel avenir pour les villes du monde? 1000 pages donc pour répondre à la question. Le sénateur Jean-Pierre Sueur s'empare d'un sujet qu'il traite donc dans ses 3 volumes, un sujet qu'il ne trouve pas assez présent dans les débats politiques. Et pourtant, les villes françaises se transforment souvent de manière spectaculaire. Marie Chambrial. Les grandes villes françaises changent de visage. Bordeaux, Marseille, Paris, Montpellier. Ces dernières années, les grands chantiers urbains fleurissent aux 4 coins de l'Hexagone. L'environnement et l'écologie sont désormais des préoccupations importantes des maires. Des réseaux de transport peu polluants apparaissent un peu partout. Les tramways sont des vedettes, comme ici, à Paris. Avec ses 230 mètres de haut, la tour First, dans le quartier de la Défense à Paris, est désormais la plus haute de France. Elle ravit le titre à la tour Montparnasse, mais sera bientôt dépassée par d'autres réalisations plus audacieuses encore. Les villes se réapproprient aussi leurs territoires oubliés. Après 10 ans de travaux, Bordeaux a redécouvert ses quais, devenus le nouvel écrin de la capitale girondine. Sur plus de 4 km, les bords de la Garonne se sont rouverts aux Bordelais, une embellie qui a coûté 120 millions d'euros. À Marseille aussi, le projet Euroméditerranée va redessiner la ville, un plan de rénovation qui constitue le chantier urbain le plus vaste d'Europe. À l'autre bout de la France, le centre Pompidou de Metz, petit frère du musée d'art contemporain de Beaubourg, redonne une nouvelle identité à une ville bimillénaire. Avec nous donc Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également l'architecte et urbaniste Michel Cantal-Dupart. Merci d'être avec nous. Les villes concentrent tous les grands problèmes de l'humanité. C'est d'abord le postulat que vous posez, Jean-Pierre. Les problèmes. Environnement. Absolument. Surpopulation. J'aime les pauvreté. Villes. J'aime les villes. Oui. Parce que la ville est une chance. Et que c'est toujours à tort que l'on dit, voilà, la ville c'est le mal, la nature c'est le bien. Quand il y a un meurtre dans une banlieue, on nous dit tout de suite que la banlieue est criminogène. Quand il y a un meurtre dans la campagne, on nous dit qu'il y a un criminel. Donc on a tendance à dire du mal des villes. Moi, je veux en dire du bien. Parce que je crois que vivre en ville, comme disait Hegel, on a de bonnes références. C'est le jour, hein, c'est le jour de la philosophie. Le jour de la philosophie, l'air de la ville rend libre. Et regardez ce qui se passe dans cette planète depuis Le Caire et Tunis. Quand il se passe quelque chose, c'est sur les places des villes. À Athènes, à Madrid, les révolutions sont filles des villes. Mais en même temps, alors je n'en parle pas en mal, mais lorsqu'on regarde les villes du monde, il y a énormément de difficultés qui sont là devant nous. Difficultés de toutes sortes. On parle des fameuses mégapoles, mais vous battez en brèche certaines idées reçues. Par exemple, vous nous dites que la densité est synonyme d'écologie. Eh bien oui, parce que je vais vous citer un exemple concret, Michel Grossior. On va prendre une ville comme Atlanta et une comme Barcelone. Atlanta, c'est 25 fois plus grand en surface que Barcelone. Or, il y a plus d'habitants à Barcelone qu'à Atlanta. Mais pour se déplacer pendant une année, les habitants d'Atlanta dépensent 10 fois plus d'essence, d'énergie, que ceux de Barcelone. Autrement dit, si vous faites des villes très grandes qui s'étalent énormément en taches d'huile, c'est pas écologique. Premier point. Deuxièmement, si vous arrivez, et c'est le cas, regardez Mexico, on va avoir 20 millions d'habitants. Dans 25 villes du monde, on est entre 10 et 40 millions d'habitants. Si vous êtes une immense nappe urbaine, alors là, c'est très difficile à vivre et il faut peut-être préférer d'autres modèles. Oui. Alors vous évoquez justement, hein, ce sont des livres de prospective, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que encore un mot, je reproche à la politique, dont je fais partie, je suis un acteur politique comme beaucoup d'autres, de ne pas assez s'intéresser au futur, on va y revenir, et au futur des villes en particulier. On verra s'il y a une vision de droite et de gauche des villes. Je vous poserai la question dans un instant. Michel Cantal-Dupart, est-ce que vous partagez la volonté de réhabilitation d'ailleurs de Jean-Pierre Sueur qui signe son avant-propos pour l'amour des villes? Oui, il a raison. Et puis c'est un homme politique, il sait bien que c'est là où vont les gens aujourd'hui. Non, vous n'avez pas une parcelle de la planète qui ne soit en phase d'urbanisation forte. Il n'y a pas de pays où ça régresse, où ça stagne. On voit bien évidemment récemment, depuis une quinzaine d'années,
et pendant très longtemps, on voit des villes émergentes, de pays émergents, doubler les villes-mondes qui étaient les villes des pays développés. C'est quoi une ville-monde, d'abord? Ville-monde, l'expression revient dans ce rapport, c'est quoi une ville-monde? Une ville-monde, c'est une ville qui est ouverte au monde, c'est-à-dire où des gens, des Chinois, des Français, des Américains peuvent venir vivre. Par exemple, voilà. New York, Paris, j'en prends 2 exemples, Londres, Berlin, voilà, ce sont des villes-mondes. Oui. Est-ce que Shanghai est une ville-monde? Ça commence à se discuter. C'est une ville, une très grande ville, de beaucoup de peuples chinois, mais très chinoise, pour prendre un exemple. Je prends ça comme exemple. Oui. Une ville comme Lagos, qui est la 3e ville du monde, qui est une ville totalement émergente, elle n'est peuplée, hélas, que de Nigérians. Hein, c'est comme ça. C'est ça que je veux dire. Ce qui est vrai, c'est que ces villes émergentes, qui n'ont pas de moyens, qui sont des villes pauvres, très pauvres, alors que toutes les grandes villes autrefois étaient des villes riches, prospères, et qui pouvaient distribuer, redistribuer, être solidaires. Ça, maintenant, c'est différent. C'est pour ça que, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Sueur, c'est devant nous. C'est un énorme problème que nous avons. On se dit, en lisant le rapport, que le problème ne sera pas résolu, parce que vous nous projetez dans une période pas si lointaine que ça, où il y aura 1 milliard d'habitants dans les bidonvilles, donc dans les villes. Monsieur Grossueur, aujourd'hui, c'est déjà 1 milliard aujourd'hui. Il y a 1 milliard d'habitants et ça va monter à... qui vivent dans les bidonvilles. Si les choses continuent, comme on le voit, selon la tendance actuelle, en 2025, il y aura 1,5 milliard d'habitants dans les bidonvilles. Et en même temps, les gens viennent de plus en plus dans les villes. En France, 80% des gens vivent dans les villes. Dans le monde, 50%. Dans 15 ans, 65%. Et je vais vous dire, vous voyez, en 1 heure, entre 19h et 20h, il y a 10 000 habitants sur la planète qui sont devenus des urbains. En 1 heure. Donc, c'est un phénomène considérable. Et alors, ça pose des problèmes écologiques, vous avez raison. Oui. Et j'ai beaucoup été intéressé par ce qui se fait à Helsinki. C'est pratiquement un modèle. Parce que tout est pensé pour un urbanisme qui soit peu consommateur d'énergie, pour, par exemple, construire la plupart des gens vivent dans des appartements, et construire les appartements le long des transports collectifs, par exemple, donc moins de voitures, etc. Donc il y a un problème écologique, mais M. Grossueur, il y a un problème social. Oui. Et aujourd'hui, nous plaidons beaucoup pour l'égalité, pour la justice, pour affecter des moyens pour le monde urbain, parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se développe énormément dans le monde et dans beaucoup de pays, c'est des quartiers très pauvres, des bidonvilles, et à côté des bidonvilles, ce qu'on appelle les gated communities, c'est-à-dire des communautés fermés, enclos, des enclos, où vous avez tout sécurisé, vous savez, et les riches avec les riches. Alors les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Ça ne durera pas parce que ça pourrait exploser. Voilà. En France, en tous les cas, les hommes politiques de tous bords insistent sur la nécessité du métissage social. Enfin, aujourd'hui, on a eu le bilan de la loi SRU qui n'est pas toujours brillant. La ville qu'on aime, c'est la ville métisse. C'est la ville ouverte. C'est pas la ville fermée. La ville claquemurée, ça s'appelle une prison ou un ghetto. Ça, on n'aime pas. On n'aime pas y vivre et on n'aime pas y aller. Donc c'est la même chose. Mais pour aller un peu plus loin, on doit tendre à une ville économe. Je dis bien économe, qui veut... plus qu'écologique, parce qu'écologique c'est très connoté. Je suis très porteur d'une vision écologique des villes, mais je dis bien économe. Et une ville économe, elle doit être solidaire parce qu'elle ne peut pas vivre des fractures urbaines. Elle ne peut pas vivre. On démantèle. C'est l'histoire des villes. On le regrette parce que quelquefois les villes fortifiées, on aime bien voir ça. Carcassonne, on trouve ça très beau. Il n'empêche que toute ville, tout progrès, tout développement de ville passe toujours par un démantèlement de son enceinte. Et à l'heure actuelle, dans nos villes, nous avons des enceintes virtuelles. Et ces enceintes virtuelles, il faudra bien... Il y a des endroits où on ne va pas, des endroits de non-droit, des endroits d'exclusion. Et ça, il faut vraiment les casser, ouvrir. D'accord, c'est un problème de sécurité. Alors, Jean-Pierre Sueur dit que la ville n'est pas assez présente dans le discours politique. Mais enfin, vous pouvez aussi témoigner que les élus locaux, les maires des grandes villes, se sont mobilisés ces dernières années pour transformer. Il y a quand même une allégresse architecturale. Sur certains, sur des grands projets, sur des projets très ciblés, dans des endroits très précis, et toujours exceptionnels. C'est déjà bien. Oui, mais ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas avoir un projet exceptionnel qui ne repose pas sur une table qui progresse. Je dis bien qui progresse globalement. Et alors, je prendrai un exemple.
Oui. Voyez-vous, on a fait beaucoup de choses, hein, et mes collègues maires, élus, ont fait beaucoup de choses. Mais il y a encore de très gros problèmes. Je pense à la mixité sociale. La loi SRU, c'est une grande chose. Il faut l'appliquer. Mais j'ai remarqué que pour l'appliquer, ce serait très bien d'aller aussi vers la mixité fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est, la mixité fonctionnelle? Vous avez aujourd'hui dans les villes des endroits où il n'y a que de l'habitat, qu'il soit horizontal ou vertical. Des endroits où il n'y a que du commerce, des endroits où il n'y a que de l'université, des endroits où il n'y a que de l'activité, etc. Or, la ville, c'est le lieu où il y a tout à la fois. Et je prendrai un exemple très simple. Une des horreurs de la République française, c'est qu'on a 500 entrées de ville qui sont un bric-à-brac partout le même, de cubes, de parallélépipèdes. Je me combats là-dessus. Et par exemple, une question que je pose, c'est comment en 20 ans, on va reconquérir ça pour que ce soit agréable à vivre. Voilà. Il un des sujets, il y en a beaucoup d'autres. C'est souvent bien moche. Hein. Mais il y en a beaucoup d'autres. Vous nous dites qu'il y a une vision de droite et de gauche de la ville. Non, pas du tout. Je dis qu'il y a une vision qui est en mouvement et qu'il y a des visions réactionnaires. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si on veut régler le problème des villes du monde où on vit mal, où il y a la misère, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi nous proposons qu'au niveau de l'ONU, il puisse y avoir une agence, il y en a une qui s'appelle ONU Habitat, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, qui, comme la FAO ou l'OMS, soit dotée des moyens d'aider véritablement des villes qui plongent parce qu'elles consentent toutes les difficultés de la société et de la vie. Merci à tous les deux. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. À suivre, Pile et Face. Bonsoir.